We begin tonight with a major problem that could cost Donald Trump and the Republicans the midterm elections. At the Kennedy Center, the traditional New Year's Eve concert has been canceled. As you know, the administration unilaterally renamed the Kennedy Center to include Donald Trump's name, a move that lawmakers say was patently illegal. And some musicians have taken the president's actions to heart, refusing to perform at the storied venue. Dans certains contextes, la manière dont le pouvoir circule entre les organes de l'État ne suit plus le schéma habituel. Le 7 janvier 2026, dans un geste inattendu, des sénateurs républicains ont remis en main propre à la direction du Sénat un projet de résolution visant à restreindre temporairement les effets des décrets d'urgence récemment émis par la présidence. Ce geste, enregistré discrètement, n'a pas immédiatement attiré l'attention des caméras, mais il a modifié le rythme habituel des délibérations au Capitole. En effet, contrairement aux épisodes précédents, l'initiative est venue de parlementaires jusqu'alors considérés comme des membres disciplinés de la base gouvernementale. La proposition ne vise pas un adversaire partisan, mais le noyau décisionnel même de l'exécutif. Plus précisément, l'utilisation élargie des pouvoirs de guerre et des mesures d'urgence sans consultation formelle du législatif. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à sa matérialité immédiate. En interne, ce mouvement a été interprété comme le premier revirement visible de la majorité républicaine par rapport à la gestion centralisée de la présidence et a relancé des discussions qui n'étaient jusqu'alors abordées qu'à titre confidentiel. Dans quelle mesure le Congrès, même sous le contrôle du même parti que le président, conservera-t-il sa fonction délibérative face à la multiplication des décisions unilatérales ? Le déclencheur de cette dissociation a été l'accumulation récente de décrets d'urgence qui, bien que juridiquement fondés, ont eu des effets opérationnels importants sur des questions traditionnellement sensibles à l'équilibre des pouvoirs. L'un d'entre eux, signé fin décembre, élargit la portée d'un ancien décret exécutif, permettant au ministère de la Défense d'adopter des mesures de dissuasion coordonnées dans des territoires d'intérêt stratégique sans définition claire des limites géographiques. Un autre, plus récent, déclare l'état d'urgence national en raison des menaces pesant sur la stabilité énergétique dans les Caraïbes, ouvrant la voie à des opérations commerciales et logistiques en partenariat avec des entreprises privées sous contrôle fédéral direct. Les deux décrets ont été enregistrés sans délibération avec les commissions des affaires étrangères et des forces armées, ce qui a immédiatement suscité un malaise, surtout après que des membres du Congrès ont pris connaissance d'une réunion interne du Conseil national de sécurité au cours de laquelle la possibilité d'une mobilisation tactique dans les ports internationaux, y compris dans les pays alliés dans le cadre de traités multilatéraux, avait été évoquée. Bien qu'aucun ordre opérationnel n'ait été donné, la combinaison d'un langage ambigu, d'une absence de dialogue et d'un historique de décision concentrée a déclenché des alertes sur ce qui pourrait constituer un détournement fonctionnel des prérogatives exécutives. La proposition de résolution présentée au Sénat vise à établir une suspension technique de 86 jours pour la pleine exécution de ces décrets, conditionnant leur maintien à une évaluation détaillée du Congrès et à la présentation de justifications supplémentaires par l'exécutif. Il ne s'agit donc pas d'une abrogation directe, mais d'une tentative de rétablir le dialogue institutionnel sur les décisions qui affectent directement l'action des forces armées, le commerce extérieur et l'engagement international du pays. Selon des informations provenant des coulisses, la réaction de la Maison-Blanche a été immédiate et sévère. Des sources proches du président indiquent qu'il a interprété ce geste comme un affront direct et qu'il aurait fait référence aux sénateurs dissidents en des termes hostiles, menaçant d'entraver les futures nominations aux commissions et de couper tout dialogue politique avec leur cabinet. Ce type de réponse semble toutefois avoir renforcé la conviction d'une partie des parlementaires que la dynamique décisionnelle actuelle concentre le pouvoir d'une manière incompatible avec le système de frein et contrepoids. La critique formulée par ces sénateurs n'est pas d'ordre idéologique, mais opérationnel. Sans un retour minimal à la gouvernance partagée, le fonctionnement même des institutions est compromis. Cette initiative a également suscité des réactions dans le domaine juridique. Les spécialistes du droit constitutionnel soulignent que la pratique récurrente consistant à décréter l'état d'urgence à des fins stratégiques, et non en raison de menaces immédiates ou de catastrophes avérées, représente un changement subtil mais significatif dans l'utilisation des instruments prévus par la loi nationale sur les situations d'urgence. Cette loi, créée pour répondre à des situations de risque imminent, a été réinterprétée avec plus de souplesse au cours des dernières décennies. Aujourd'hui,
Sous l'administration actuelle, certains juristes avertissent que cette utilisation prend un caractère permanent, servant de soupape de sécurité pour des décisions qui rencontreraient une résistance dans le cadre de la procédure ordinaire. La préoccupation exprimée dans ces cercles techniques ne porte pas seulement sur la légalité ponctuelle des décrets, mais aussi sur le précédent qu'ils créent et sur la manière dont cette pratique peut se consolider comme voie privilégiée de prise de décision politique. Ce contexte explique pourquoi l'action des sénateurs républicains n'était pas isolée. Des rapports internes indiquent que le texte de la résolution a circulé entre différents cabinets pendant 10 jours et que sa formulation a bénéficié des contributions de conseillers législatifs ayant siégé dans des comités de renseignement et de sécurité nationale. Plus qu'une initiative spontanée, ce qui a émergé était une articulation délibérée, conçue pour tester les limites de l'actuel arrangement du pouvoir et en même temps mesurer le degré de tolérance de la base du gouvernement à l'égard de mesures qui, bien qu'efficaces du point de vue exécutif, compromettent la prévisibilité institutionnelle. Le simple fait que cette proposition ait été officiellement déposée, avec la signature de personnalités qui, jusqu'à récemment, jouaient le rôle de médiateur entre le Sénat et la présidence, révèle déjà un changement de position qui sera difficile à inverser dans l'immédiat. L'interprétation générale des analystes législatifs est que cela pourrait marquer le début d'un changement d'orientation dans les relations entre le Congrès et l'exécutif. Il n'y a pas encore de rupture déclarée, ni de réorganisation visible des forces internes du parti. Mais le geste inaugural, l'envoi officiel d'une proposition visant à suspendre les actes du président, a rompu un cycle d'accommodation institutionnelle et remis à l'ordre du jour un sujet qui était jusqu'alors évité: le rôle du pouvoir législatif en période de gouvernance exceptionnelle. À partir de là, ce qui est en jeu n'est pas seulement le contenu des décrets d'urgence, mais la logique même du contrôle réciproque entre les pouvoirs. C'est ce type d'épisode qui révèle où se situent, dans la pratique, les limites de la loyauté politique et les contours de ce que l'on peut encore appeler la séparation fonctionnelle entre l'exécutif et le législatif. Dans les prochains blocs, nous détaillerons comment cette convergence institutionnelle s'est formée, quels mécanismes sont mobilisés à l'intérieur et à l'extérieur du Congrès et pourquoi ce mouvement pourrait redessiner les limites du pouvoir présidentiel aux États-Unis. À partir de là, le mouvement lancé au Sénat a commencé à catalyser des réactions à différents niveaux du système, révélant un schéma de convergence qui se forme rarement avec autant de clarté en dehors des contextes de crise déclarés. Une première indication en ce sens est venue du Congressional Research Service, qui, dans une note interne, a qualifié les récents décrets d'urgence de opérationnellement expansifs et a recommandé au comité de surveillance de demander des éclaircissements formels sur les limites matérielles de leur application. Le langage de l'avis évitait tout jugement politique direct, mais son contenu indiquait que la portée des ordonnances dépassait les précédents dans des domaines tels que la cyberdéfense, la logistique stratégique et les contrats internationaux relevant de la juridiction fédérale. Cet avertissement technique a été immédiatement pris en compte par les membres de la sous-commission des affaires juridiques de la Chambre, qui ont commencé à s'interroger sur la compatibilité entre les récents décrets et la disposition centrale du National Emergencies Act, qui exige une justification claire et proportionnée pour chaque nouvelle mesure extraordinaire. C'est dans ce contexte que l'architecture institutionnelle commence à réagir. Le contrôleur général de l'Union, sous la pression de parlementaires de différents groupes politiques, a lancé une vérification préliminaire des contrats signés sur la base des décrets en vigueur. L'accent n'est pas seulement mis sur la légalité des contrats, mais aussi sur l'absence de communication préalable avec les commissions techniques du pouvoir législatif et sur la manière dont les allocations budgétaires d'urgence ont été autorisées en dehors du cycle régulier. Cette initiative coïncide avec le début d'un nouveau cycle d'audience publique au comité des affaires militaires, où d'anciens membres du département de la Défense ont été entendus à huis clos sur la chaîne de décision qui a conduit à la réinterprétation du décret présidentiel initial. Les informations disponibles à ce jour indiquent que l'argument interne utilisé pour justifier l'extension des pouvoirs était fondé sur des rapports classifiés concernant les risques futurs pour les chaînes d'approvisionnement énergétique dans les zones portuaires, mais que ces risques n'ont pas été soumis à une évaluation indépendante par des commissions civiles ou par le bureau du conseiller juridique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la réaction du Sénat a rapidement pris de l'ampleur. Ce qui est en débat, ce n'est pas seulement le contenu d'une décision spécifique, mais le modèle institutionnel qu'elle projette. Un exécutif
fonctionnant par le biais de déclarations d'urgence successives, sans cycle transparent de consultation, de contrôle ou de révision. Ce modèle, bien que techniquement compatible avec certaines marges légales, rompt avec la tradition américaine de contrôle diffus entre les pouvoirs, en particulier lorsqu'il s'applique à des questions impliquant un éventuel recours à la force, des engagements internationaux et un impact économique structurel. Au sein du département d'État, des sources diplomatiques ont commencé à faire état d'un malaise parmi les représentants des pays alliés. Selon des informations provenant des coulisses, certaines ambassades européennes ont demandé, de manière non officielle, des éclaircissements sur l'interprétation de la nouvelle doctrine d'urgence adoptée par la présidence. La principale question porte sur la prévisibilité. Si de nouvelles urgences peuvent être déclarées unilatéralement sur la base d'intérêts stratégiques diffus. Dans quelle mesure les accords bilatéraux et les engagements multilatéraux continueront-ils d'être respectés en tant qu'instruments contraignants? Jusqu'à présent, la réponse a été protocolaire. Les urgences sont décrites comme des actions internes compatibles avec l'intérêt national. Mais en coulisses, les diplomates reconnaissent que la marge de manœuvre du département d'État pour moduler les impacts de ces décisions diminue. Cette fragilité de la coordination interinstitutionnelle est devenue encore plus évidente lorsque le ministère de la Justice a été saisi par des parlementaires qui ont demandé un avis officiel sur les limites constitutionnelles de l'utilisation prolongée des décrets d'urgence à des fins qui ne relèvent pas de menaces imminentes. Le procureur général, sans donner de réponse concluante, a renvoyé la question au bureau du conseiller juridique, ce qui, dans la pratique, marque le début d'un examen plus approfondi du cadre juridique de ces actions. Dans le même temps, des organisations de la société civile vouées à la transparence gouvernementale ont commencé à demander l'accès aux documents qui ont servi de base aux mesures récentes, en vertu de la loi sur la liberté d'information, Freedom of Information Act. Le volume de demandes accumulé en quelques jours a suffi à bloquer temporairement le système électronique de réponse de l'exécutif, ce qui montre l'attention que le sujet a suscité en dehors des canaux politiques traditionnels. Parallèlement, des analystes liés à des think tanks à profil technique ont commencé à publier des notes identifiant un changement systémique dans la manière dont les urgences sont interprétées. Selon une récente enquête du Center for Strategic Governance, le modèle actuel des décrets présente 4 caractéristiques simultanées. Utilisation d'un langage ouvert quant à la portée territoriale, absence de délai défini, allocation immédiate des ressources et absence de révision automatique par le Congrès. Chacune de ces dimensions, prise isolément, était déjà apparue dans des décrets antérieurs. Ce qui rend le scénario actuel atypique, c'est la conjonction de toutes ces dimensions dans une même architecture décisionnelle, soutenue en outre par une majorité législative qui jusqu'à présent évitait les confrontations frontales avec l'exécutif. Cette convergence de réactions techniques, juridiques et diplomatiques ne représente pas encore un repositionnement total de la structure du pouvoir à Washington, mais elle montre que la logique de gouvernance d'urgence commence à se heurter à une résistance institutionnelle articulée. La manière dont les prochaines étapes seront menées, avec davantage de décrets, des reculs partiels ou des recours judiciaires, dépendra de la capacité de réponse de chaque organe concerné et de la volonté des parlementaires de transformer les alertes techniques en initiatives législatives de contention. L'analyse continue de ces dynamiques est essentielle, pour comprendre non seulement les développements immédiats, mais aussi le mode de fonctionnement qui tend à se consolider lorsque les tensions entre les pouvoirs s'intensifient. C'est pourquoi, suivre ces inflexions avec clarté et profondeur aide à percevoir où, exactement, le système politique américain est en train d'être reconfiguré et dans quelle mesure il continue à fonctionner dans les limites prévues. L'intensification de l'impasse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif a amplifié le débat sur les limites concrètes de l'autorité présidentielle lorsqu'elle est exercée sous prétexte d'urgence. Au sein de la communauté juridique, on constate de plus en plus que la fréquence et la portée accrue des décrets récents, même s'ils sont fondés sur des bases juridiques disponibles, ont un effet cumulatif qui modifie le fonctionnement institutionnel habituel. Certains experts décrivent ce processus comme la consolidation d'une gestion fondée sur l'exception récurrente. Lorsque les instruments d'urgence cessent d'être utilisés dans des moments ponctuels et deviennent le moyen le plus utilisé pour mettre en œuvre des décisions importantes. L'exceptionnalité se transforme en routine administrative. Dans cette logique, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une rupture formelle pour que le centre décisionnel soit déplacé. Il suffit que l'utilisation répétée de ces mécanismes réduise progressivement la participation du Congrès, affaiblisse la révision matérielle des mesures
et normalise un modèle dans lequel l'urgence devient une justification permanente. Même si chaque décret, pris isolément, est défendable, l'ensemble tend à produire un déplacement structurel de l'équilibre des pouvoirs. Dans le même temps, il existe une lecture concurrente qui interprète le même scénario sous un autre angle. Pour certains analystes institutionnels, la Constitution des États-Unis présuppose déjà des cycles de friction entre les pouvoirs comme faisant partie du fonctionnement même du système, et la présence de tensions n'est pas nécessairement la preuve d'une dégradation institutionnelle, mais le signe que les mécanismes d'ajustement sont mis à rude épreuve. De ce point de vue, le pouvoir législatif n'est pas seulement un spectateur limité par la rapidité du pouvoir exécutif. Il dispose d'instruments formels qui peuvent être activés lorsqu'un excès ou un dépassement est identifié. Ainsi, le mouvement qui émerge au Sénat, bien que marqué par des retards et des obstacles réglementaires, serait précisément la réactivation des outils correctifs prévus par l'architecture constitutionnelle. Dans cette perspective, le problème central ne réside pas dans l'utilisation des décrets en soi, mais dans la capacité du Congrès à imposer des contrôles, des délais et des conditions qui empêchent à la cristallisation de pratiques qui, bien que légales, vident le système de ses contrepoids. Ce différend interprétatif ne se limite pas au débat académique ou politique. Il se manifeste également de manière pratique, dans le fonctionnement des agences fédérales. Dans certains départements, on observe une adhésion automatique aux ordres exécutifs, avec une exécution rapide et peu de remise en question interne. Dans d'autres, on observe une attitude plus prudente et délibérée. Réévaluations juridiques internes, demande d'avis supplémentaires et révision des risques avant de mettre en œuvre des passages spécifiques des décrets. Cette prudence ne se présente pas comme de l'insubordination, mais comme une forme d'autoprotection institutionnelle. Il s'agit de réduire les vulnérabilités, au cas où certaines mesures seraient contestées ultérieurement par les tribunaux ou révisées par le Congrès lui-même. Ce comportement révèle un fait important. Il existe une réelle incertitude quant à la stabilité des décisions récentes, et cette incertitude est également présente au sein de l'État, et pas seulement dans les analyses externes. Dans le domaine politique, les réponses commencent à émerger de manière fragmentée, mais suffisamment cohérente pour modifier le climat institutionnel. Une partie de la base républicaine, en particulier au niveau régional et étatique, a commencé à exprimer son malaise face aux coûts liés au fait de tenir le Congrès à l'écart des décisions à fort impact. Ce malaise ne se limite pas à des divergences idéologiques, mais est lié à un facteur essentiel pour la gouvernance, la prévisibilité. Les secteurs qui dépendent de la stabilité réglementaire, tels que les infrastructures, l'énergie et le commerce extérieur, sont directement touchés lorsque des politiques générales sont définies par des décrets d'urgence avec une faible participation législative. Il en résulte une incertitude accrue pour les dirigeants locaux qui doivent négocier, mettre en œuvre et planifier des actions dans des environnements réglementaires volatiles. Dans ce contexte, le discours sur les réformes structurelles de la loi sur les urgences gagne en force avec des propositions visant à limiter plus strictement la durée, à accroître la transparence administrative et à déclencher automatiquement une révision législative pendant la durée des mesures. Pendant ce temps, des litiges juridiques parallèles ont commencé à produire des effets, qui pourraient pas devenir importants à moyen terme. Certaines organisations indépendantes, ainsi que des acteurs liés aux gouvernements infranationaux, ont provoqué des coupes fédérales afin de clarifier dans quelle mesure les décrets d'urgence peuvent interférer avec les contrats préalablement établis avec les États et les municipalités. Dans de nombreux cas, l'objectif n'est pas de suspendre immédiatement les décrets, mais de délimiter la portée pratique de l'autorité fédérale sur les obligations et les régimes juridiques déjà en vigueur. Ce type de remise en question, bien que moins visible pour le public, peut donner lieu à une jurisprudence susceptible de restreindre les futurs décrets. Des questions telles que la sécurité alimentaire, l'utilisation des sols et les politiques environnementales ont tendance à être un terrain fertile pour ce type de conflit, précisément parce qu'elles impliquent un chevauchement historique entre les normes locales et les directives fédérales. L'absence de consensus juridique, la diversité des réponses administratives et la fragmentation des réactions politiques indiquent que le système traverse une phase de véritable stress institutionnel. La discussion ne porte pas seulement sur le contenu précis de chaque décret, mais aussi sur la définition de la limite opérationnelle entre la rapidité gouvernementale et la responsabilité institutionnelle. La question centrale qui guide désormais les coulisses n'est pas de savoir si le président peut déclarer l'état d'urgence, mais combien de temps cette situation peut être maintenue, sous quel contrôle et avec quel niveau de réversibilité.
Lorsque les limites ne sont pas testées, elles semblent solides. Lorsqu'elles sont soumises à des pressions répétées, leur résistance réelle et leur efficacité pratique sont révélées. Dans ce contexte, la réponse législative devient le principal axe stratégique. La résolution proposée par les sénateurs républicains, même si elle se heurte à des résistances et à des obstacles procéduraux, a commencé à fonctionner comme un marqueur politique. Plus qu'un instrument technique, elle est devenue un symbole institutionnel. Son simple traitement modifie les attentes, réoriente les comportements et réorganise le calcul entre l'exécutif et le législatif. Si elle aboutit, même partiellement, elle créera un précédent qui renforcera la capacité du Congrès à imposer des restrictions. Si elle est bloquée ou neutralisée avant de produire ses effets, cela indiquera que la résistance institutionnelle a une portée limitée, renforçant ainsi la perception que la présidence parvient à étendre sa zone d'autorité par le biais d'exceptions successives. Ce processus est également suivi avec une attention croissante par des acteurs externes. Les agences et les organismes techniques des pays alliés analysent comment une doctrine d'urgence plus large pourrait affecter les traités commerciaux, la coordination militaire et les engagements environnementaux multilatéraux. Le point central est la prévisibilité institutionnelle. Lorsque des politiques entières sont reconfigurées par des décrets, avec un débat parlementaire réduit, le signal international devient instable, ce qui rend difficile les accords à long terme et affaiblit la position de négociation du pays dans les forums stratégiques. C'est pourquoi la résistance partielle observée au Congrès a pris de l'importance, non pas comme un geste idéologique, mais comme une tentative de préserver un minimum de prévisibilité au sein du système. Il ne s'agit pas nécessairement d'un changement partisan, mais d'un effort pour empêcher que la logique de l'exception ne devienne la base permanente du gouvernement. L'expérience historique suggère que les démocraties sont rarement désorganisées par un choc soudain. Elles s'affaiblissent par une érosion progressive, lorsque les mécanismes formels continuent d'exister, mais cessent de fonctionner comme des barrières efficaces. Éviter ce processus dépend moins de grands gestes que de décisions soutenues qui rétablissent des contrôles réels sur les mesures extraordinaires. Tant que l'issue reste incertaine, on observe un réaménagement silencieux au sein du système. Les prochains mois seront importants, non pas en raison du volume des déclarations publiques, mais en raison des signaux techniques, mouvements réglementaires, décisions des commissions, interprétations juridiques qui gagnent en force et ajustements internes dans les agences fédérales. C'est à ce niveau, plus opérationnel que médiatique, que se définira si le modèle d'urgence actuel sera étendu, contenu ou redessiné. Suivre ce type de processus exige une vigilance constante et une lecture contextuelle rigoureuse. C'est pourquoi nous continuerons à observer chaque inflexion pertinente avec l'engagement d'offrir une analyse claire, objective et centrée sur l'architecture institutionnelle en transformation, sans raccourcis rhétoriques et en mettant l'accent sur les impacts réels sur l'équilibre des pouvoirs.